Bonjour et bienvenue dans votre chaîne La Qualité Logicielle. Aujourd'hui, on va continuer dans notre deuxième partie de test logiciel avec cycle de vie de développement logiciel. Donc un petit rappel de ce qu'on a fait la dernière fois. Je vous laisserai la vidéo dans le petit pop-up. Donc on a vu c'était quoi un logiciel, les types de logiciels. On a vu les différences entre un projet et un produit. On a discuté c'est quoi la qualité logicielle, c'est quoi le test logiciel, et on a vu les besoins, pourquoi on a besoin de test logiciel. Donc tout ça il a été discuté dans la première partie, je vous laisserai la vidéo, vous pouvez aller la voir, elle sera dans la description et dans le petit pop-up. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est on va voir le cycle de vie de développement logiciel. Déjà, on va définir c'est quoi. Après, on va voir trois différents modèles. Donc, les différents modèles seraient le modèle en cascade, le modèle en V et le modèle en spirale. Donc, déjà, c'est quoi le cycle de vie d'un développement logiciel ou SDLC, c'est un sigle en anglais, Software Development Life Cycle. Donc c'est vraiment un processus qui va de la planification jusqu'à le déploiement de logiciels. C'est vraiment le cadre prédéfini qu'utilisent les entreprises pour construire un logiciel quelconque. Donc il y en a plusieurs modèles. Le modèle, il y en a le waterfall ici, donc en cascade, en spirale, modèle en V, modèle agile, modèle en RAD, il y en a beaucoup de modèles. Et comme on a vu tout à l'heure, on va parler de trois modèles, donc en cascade, en spirale et modèle en V. Donc la spécificité de tous ces modèles, c'est qu'ils sont en différentes phases. En général, on dit qu'ils ont 7 phases. Donc la première phase, c'est la définition des objets. Après, on passe à l'analyse du besoin, la conception, le développement, le test, le déploiement et la maintenance. On va voir un peu chaque phase. On fait quoi dans cette phase? Il ne faut pas entrer trop dans le détail. On va juste essayer de donner une vision macro pour que vous compreniez comment se passe le développement de cycle de logiciel et où vous intervenez en tant que testeur. En général, vous intervenez en phase de test. Toutefois, vous allez voir avec les différents modèles qu'on va montrer, la phase de test, c'est pas les phases ici, ils sont pas nécessairement séquentiels, donc potentiellement que le test et le développement ils seront en parallèle. Donc voilà, ou que la partie de préparation de test elle sera même avant le développement. On verra ça. Donc la première partie, c'est la définition des objectifs. Donc là, par rapport à la définition des objectifs, donc on est vraiment ici dans la définition des objectifs. C'est vraiment, on va définir, on a besoin de quoi. Ici, j'ai mis l'exemple d'une calculatrice, un programme qui m'aide à faire les calculs mathématiques. Mais vraiment, vous définissez en macro, c'est quoi votre besoin. Par exemple, si on prend la localisation, c'est vous avez besoin d'être localisé en utilisant le GPS. Chaque produit il a été construit pour répondre à un objectif et avant toute chose, donc on va premièrement définir ces objectifs. Ici, l'objectif, il est un peu simplistique. Donc voilà, c'est une calculatrice. Mais la définition des objectifs, elle peut être vraiment complexe et avoir un vrai document, etc. Pas juste une phrase comme j'ai montré ici, mais c'était juste pour vous montrer, pour que vous compreniez c'est quoi la définition des objectifs et avoir beaucoup de choses. Par exemple, si on parle de la définition des objectifs d'un téléphone ou d'un smartphone, donc d'un téléphone moderne, d'un smartphone, vraiment, il y a pas mal de choses et il n'y a pas juste le fait de faire des appels. Donc les téléphones 2D aussi, 2G aussi, ils faisaient des appels, mais là vraiment on veut faire des appels, on veut jouer à des jeux, on veut pouvoir se localiser, on veut pas mal de choses, surfer sur internet, regarder des vidéos, etc. Donc il y a pas mal de choses à prendre en considération et la définition des objectifs elle est un peu plus riche que ce que j'ai montré ici. Donc, mais voilà, donc la définition des objectifs, on va dire, on a besoin que le logiciel, il fasse ça, et voilà.
Donc, vraiment d'une manière macro. Donc, la deuxième étape, c'est l'analyse des besoins. Donc, ou appeler aussi, on peut l'appeler spécification des besoins. Donc, cette phase, elle consiste à donner le contexte du produit. Est-ce que c'est un nouveau produit? Est-ce qu'il a été altéré? On va faire la veille de la concurrence. Est-ce que la concurrence est déjà un produit pareil? Est-ce que on a des logiciels, soit au sein d'entreprise ou à l'extérieur d'entreprise, qui sont similaires et on peut voilà, convenir des besoins fonctionnels. Par exemple, si on veut, j'en sais rien, automatiser les tests ou faire des choses, on veut améliorer la rapidité, on veut que la disponibilité de logiciels soit meilleure que, je sais pas, que la concurrence, etc. Donc ici, juste quelques exemples. Là, je veux calculer le calcul de base, de trigonométrie, imprimer les courbes. Depuis, on peut l'accéder depuis téléphone, ordinateur. Par exemple, on l'a étudié l'existant, on peut dire qu'il y a des calculatrices de Microsoft, de Google, mais voilà, c'est vraiment des trucs simplistiques ici que je montre, juste pour vous donner une idée. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut juste, voilà, vraiment définir les spécifications dont on a besoin. Vraiment, on analyse les besoins pour voir est-ce que vraiment ils sont réalisables ou pas. Et on fait la veille concurrentielle, etc. Et ce sera un document. Et jusque maintenant, c'est vraiment les gens de pré-études qui font ça, ou par exemple si c'est un appel de marché d'une entreprise ou d'un État, donc les gens qui font les pré-études, qui font ce genre de documents, etc., qui vont répondre à l'appel d'offres. Donc la conception, là on commence à entrer un peu dans le détail de ce qu'on veut, et on aura des documents à la fin, donc les spécifications fonctionnelles générales, les spécifications fonctionnelles détaillées. Donc il y aura des documents où on va vraiment, là on commence à décider de ce qu'on va proposer. Donc on a vu c'est quoi le besoin, on s'est dit que c'était réalisable, et on va commencer à donner, à concevoir d'une manière, on va pas commencer à coder dans cette étape, mais à concevoir d'une manière, on veut comment l'UX, donc le design de l'application, comment il est. Par exemple, comme on voit ici, par exemple le design, on veut qu'il soit comme ça, avec un rectangle ici, les boutons comme ça, etc. Donc la partie UX UI. Et on va commencer à préciser les fonctionnalités. Par exemple, je veux le plus, le moins, le fois, la division, le modulo, le logarithmique, etc. Donc on va vraiment commencer à définir ces spécifications. Ici, dans le document qu'on va vous partager, vous trouverez dans la description le document aussi. Donc, vous trouverez un lien en recherchant que j'ai trouvé dans un exemple de cahier de spécifications fonctionnelles générales. Donc j'essaie de vous trouver un exemple sur internet. Vous trouverez celui-là, il est un peu simplistique aussi, mais voilà, c'est un exemple d'un document de fonctionnel général que vous pouvez trouver. Je n'ai pas trouvé d'autres exemples pour des trucs un peu plus complexes. Si je trouve, je les mettrai aussi dans la description. Donc là, on va commencer par l'étape, là, la phase de la programmation. Donc c'est vraiment la table de la programmation. On va prendre ce qu'on a fait dans la conception, donc l'étape qu'on a fait ici, et on va commencer à écrire le code. Donc là, vraiment, on va transformer les solutions en code opérationnel. Donc après, vraiment, ça va dépendre des logiciels utilisés, des technologies utilisées, etc. Donc c'est juste d'une manière macro, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a la conception. Après, on prend les documents qu'on a fait dans la conception, et ces documents-là, on va les transformer en code et en logiciel. Donc là, j'ai mis un exemple de code de l'application Create CSV File que on a vu dans une autre vidéo. Donc là, le test. Donc on va prendre ce qui a été fait dans voilà, la partie code, et on va tester est-ce que on répond bien aux exigences, on répond bien aux exigences fonctionnelles, exigences techniques, on vérifie la qualité du logiciel, etc. Donc là, vraiment, c'est l'étape où vous, en tant que testeur, vous intervenez, et on verra par la suite différentes méthodologies, etc. qu'on peut utiliser dans le mode du test. Donc
L'avant-dernière étape, c'est le déploiement. Et cette phase, elle est très, très importante. C'est la phase là, on vient de tester, tout est bien, etc. Et là, on va commencer à déployer la solution. Donc, si on prend, par exemple, l'image qu'on a ici, c'est une image d'un serveur, d'une room de serveur, là, avec la dame qui, voilà, entre guillemets, configure ces serveurs-là. En général, ça se passe pas comme ça dans ce genre de structure et dans ce genre, etc. La dame elle devrait être connectée directement sur les serveurs pour faire la configuration et elle aura pas son PC à elle, mais un PC qui, lui, tout le temps branché sur les serveurs, etc. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais c'est juste pour que vous compreniez. L'idée, c'est que par exemple, la plupart des sites web, par exemple, si on prend des sites web, ils ont un serveur qui est opérationnel, un serveur qui est un serveur qui va être opérationnel lorsque le premier ne l'est plus. Donc, vous avez deux serveurs, le premier il marche. Si le premier il tombe en panne, tu auras le deuxième serveur qui marche. Donc, il y a cette configuration. Par exemple, si on prend Netflix, pour que vous ayez la vidéo rapidement chez vous, donc vous pouvez pouvoir streamer les films avec une très bonne résolution. Netflix a beaucoup de serveurs dans beaucoup de pays différents dans le monde et vous vous connectez sur le serveur le plus proche de chez vous. Donc là, quand vous ouvrez votre compte et vous choisissez le film, lui il essaie de se connecter le serveur le plus proche de chez vous pour récupérer les informations et vous envoyer les vidéos et pour que vous puissiez regarder le film que vous voulez sans problématique. Donc là, dans cette configuration-là, donc la mise en production, c'est aussi ça. Donc le logiciel qui va prendre les requêtes puis envoyer les informations aux différents utilisateurs, vérifier est-ce qu'ils ont le droit de regarder ces films ou pas. Parce que voilà, comme vous savez par exemple, il y a le géoblocking sur Netflix, donc le catalogue français n'est pas le même que le catalogue américain ou le catalogue, j'en sais rien, turc ou portugais, etc. Donc ils vont vérifier est-ce que vous avez le droit à accéder à ce catalogue et vous envoyer les informations, etc. Donc là, vous voyez qu'il y a plusieurs serveurs qui sont impactés par le logiciel développé par Netflix. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que là, cette phase de déploiement, elle nous permet d'essayer de déployer sur tous ces serveurs-là, que ce soit des serveurs qui sont des serveurs primaires, on va dire, ou des serveurs secondaires. Alors, et après, par exemple, dans ça, si on parle de la première configuration, si on parle de la configuration Netflix, il y aura aussi, je suppose qu'il y a aussi des serveurs primaires et secondaires, mais il y aura la duplication des serveurs aussi. Donc, essayez de faire le déploiement du logiciel sur tous les différents serveurs sans impacter le fonctionnement, sans que vous, en tant que client, quand vous ouvrez Netflix, vous voyez pas de problématique. Donc là, ça vous dit pas que, ah non, il n'y a pas d'accès pour le moment, on est en train de faire la maintenance. Donc, par exemple, si on prend des exemples d'applications ou etc., parfois votre application bancaire, il vous dit, sera pas disponible pendant 1 heure, j'en sais rien, le dimanche soir, parce que il y a la maintenance ou des choses comme ça. Donc, généralement, ils sont en train de déployer un nouveau logiciel, etc. Et ils font des tests rapides, des tests, ce qu'on appelle des tests vitaux, pour voir qu'il y a un bon fonctionnement de nouveaux logiciels. Bon. Donc là, c'est pour la partie déploiement. C'est vraiment là, c'est la partie où on va voir vraiment déployer notre solution. Donc, si on revient sur notre exemple de calculatrice, on a dit qu'on veut accéder à la calculatrice de mon téléphone mobile depuis notre ordinateur. Donc, on va la mettre dans un serveur et l'idée, c'est que on accède à notre calculatrice depuis le serveur. Et l'idée ici, c'est de déployer ce logiciel sur le serveur qui aura notre calculatrice. Donc, la dernière étape, c'est la maintenance. Donc, la maintenance, c'est quoi? C'est bon, on a développé le logiciel, si c'est dans un serveur, il est en ligne, si c'est une application desktop, donc une application sur votre PC, vous l'avez, vous l'utilisez, etc. Et l'idée, c'est de corriger certaines anomalies ou erreurs qui, malheureusement, ils sont arrivés jusqu'à la production, l'environnement de production, ou
si on veut faire des améliorations, par exemple, le client, il veut que, j'en sais rien, ajoutez-moi un bouton qui fait ceci, ajoutez-moi cela, etc. Admettons, par exemple, dans notre exemple de la calculatrice, vous accédez à la calculatrice, tout est bien, ça marche, etc. Et vous voulez que maintenant, ça fait, j'en sais rien, une opération, ça calcule le sinus parce que ça calculait pas le sinus et le cosinus avant. Là maintenant vous voulez que ça calcule le sinus, le cosinus, la tangentielle, et donc vous voulez ajouter ces 3 boutons dans votre calculatrice pour que vous puissiez faire ce calcul là. Donc et là c'est une amélioration qui sera faite sur le logiciel et il y aura un nouveau développement, test et déploiement. Donc là, c'était la dernière étape dans le cycle de vie de développement logiciel. Donc c'était la maintenance. Donc là, on va commencer par le modèle en cascade pour voir un peu les 3 méthodologies dont on a parlé. Donc la méthode en cascade, elle est assez simple, elle est assez descriptive. C'est que les 7 phases qu'on veut, ils sont comme ça. Donc, c'est une après l'autre. On fait le besoin, après on fait les spécifications, on fait la conception, on fait le codage, on fait le test, on fait la documentation et la maintenance. Donc, on va dire, ces étapes-là sont vraiment séquentielles. On commence pas une étape avant de finir une autre. Donc, au tout début du développement logiciel, c'était comme ça. On faisait tout comme ça. On faisait le besoin, spécification, blablabla, etc. Donc, c'était vraiment comme une cascade. Donc comme une cascade, vous prenez la première chose et quand c'est fini, ça commence à partir sur la deuxième chose. Quand c'est fini, ça commence à la troisième chose, etc. Le problème de cette méthodologie et pourquoi elle n'est de moins en moins utilisée dans le monde moderne du développement, c'est que, admettons, vous avez trouvé un problème ici. C'est très très compliqué. Si vous êtes arrivé jusque là et le besoin il a changé. Donc le besoin il a changé. Ici c'est très très compliqué de revenir en arrière parce que là vous avez déjà fait le code, vous avez fait la conception, la spécification, le code et tout. Là vous faites que les tests pour vérifier que tout fonctionne. Et donc si vous trouvez que là le besoin il a changé pour une raison ou une autre, là c'est mort, hein, parce que là il faut repartir juste ici. Donc et tout refaire. Donc c'est vraiment une méthode très 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 rigide. Donc, il faut vraiment que les étapes d'avant, quand elles sont terminées, elles se finissent pas. Donc, ça veut dire il faut que, avant de pouvoir écrire aucune ligne de code, que le besoin sera complet, fini, on revient plus sur cette étape. La spécification aussi, la conception aussi. Et après, on commence à coder. Et encore une fois, on commence pas les tests avant qu'on soit sûr que c'est bon, c'est la dernière version du code. On va commencer les tests et on fera les retouches que sur les problématiques remontées. Et on va pas changer vraiment comment c'est codé ou ce genre de truc. Donc vraiment, c'est une méthode très rigide. Et voilà, c'est pour cette raison que elle est de moins en moins utilisée ou presque plus utilisée sur le développement de logiciels moderne. Après, c'est pas qu'elle est plus utilisée, elle peut être utilisée, mais ça va vraiment dépendre. Par exemple, si on prend l'industrie, vraiment, si on prend l'industrie lourde, on va pas commencer à construire avant que ces étapes-là, au début, elles seront finies. Donc vraiment, ça peut être utilisé dans l'industrie, etc. Mais ça a vraiment une utilisation assez spécifique et c'est de plus en plus rare d'utilisation. Vous allez, la plupart des temps, quand vous allez travailler dans des entreprises, vous trouverez rarement ce modèle utilisé. Donc, après ça a été créé le modèle en V. Donc, le modèle en V. Qu'est-ce qui se passe dans le modèle en V? Donc, à vrai dire, l'idée, c'est que le développement, il est fait en V. Donc, quand tu as l'expression de besoin, donc tu as la spécification comme avant, la conception détaillée, etc. Là, tu as les tests de recettes, tests validation, intégration, tests unitaires. Comment ça se passait? C'est comme ça, on part comme ça, en V. Et l'idée, c'est que à chaque étape, donc si on est ici, ok, et on trouve des problèmes, on peut revenir sur cette étape. Voilà, vous voyez, on peut faire comme ça.
donc et refaire le cycle. Si on est ici et on peut revenir ici, hop, et refaire le cycle. Si on est ici, on peut refaire comme ça vers la conception préliminaire et refaire le cycle. Et si on a test unitaire, on peut conception détaillée et refaire le cycle. Donc l'idée c'est que voilà, essayer que on a sur certaines étapes, on peut revenir sur d'autres étapes pour améliorer un peu, pour modifier des choses, etc. Voilà, donc c'était une amélioration du modèle de cascade. Au lieu d'avoir tout l'un après l'autre, là on a des choses qu'on peut revenir en arrière pour essayer de corriger certaines problématiques qui sont arrivées, qu'on a vu, pas qui sont arrivées, mais qu'on a vu un peu plus loin dans l'avancement du projet. Donc c'est vraiment, voilà, il est issu du modèle en cascade et il reprend l'approche séquentielle et linéaire de phase. Donc voilà, on commence expression de besoin jusqu'à la fin, mais on a l'opportunité de passer de certaines phases vers d'autres. Donc comme vous l'avez compris aussi, c'est pas là aussi il y a un grand travail qui est fait, etc. C'est un modèle amélioré par rapport au modèle en cascade, mais il a à peu près les mêmes problématiques. C'est que voilà, si tu arrives ici, tu vas revenir sur l'expression de besoin, c'est vraiment problématique et une perte de temps et d'argent, on va dire. Donc ça, c'est ce qui est dans le modèle en V. Donc le modèle spirale ou itératif, c'est un modèle où on commence et on va faire comme une spirale. Donc là, on commence la conception, on va continuer, on va donner la première version du logiciel ou le prototype 1, on va continuer, améliorer des choses, vérifier, etc., donner la version 2, le projet 2, etc. Et ça va continuer comme une spirale. Donc, au lieu d'avoir tout le projet qui part en séquentiel, on fait étape par étape. On fait une première étape, puis on ajoute, puis on ajoute, puis on ajoute, puis on ajoute, puis on ajoute. Et comme ça, on réduit les risques. On livre à chaque fois des produits qui sont fonctionnels. Et ça nous permet aussi d'améliorer, de modifier le produit à fur et à mesure. Donc vraiment, entre le prototype 1 et le prototype 2, par exemple, on reverra le besoin, on va dire non, mais en fin de compte, le bouton qu'on a ajouté ici, on le veut plus et par exemple, on va le modifier. Donc là, ce sera un peu plus simple de faire ça que si je dois écrire tout le programme pour faire ce genre de modification. Donc, c'est vraiment... Voilà, c'est ce qui est écrit ici, c'est l'implémentation de versions successives. Le cycle recommence en proposant un produit de plus en plus complet et dur. Le cycle en spirale met cependant plus l'accent sur la gestion des risques que le cycle en V. Donc voilà. Donc, comme vous avez pu voir, c'est les différentes méthodes. Une, elle vient améliorer ce qu'il y avait avant. Donc, il y avait la cascade, puis la V, puis la spirale. Donc, toutes ces méthodologies de développement logiciel, l'une améliore ce qu'il y avait avant et elle essaie de donner plus d'agilité et plus de facilité de travail. Parce que, admettons, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que il y a trop de coûts dans le développement logiciel et admettons que on faisait tout en cascade, toujours tout en cascade, un logiciel qui coûte 2 millions d'euros par exemple, tout le développement il commence en même temps, etc. On a fait le besoin, on a fait tout jusqu'à la fin. Donc ça après, je sais pas combien d'années, ça après 2-3 années pour avoir un logiciel complexe, etc. Je sais pas, peut-être c'est pour une fusée ou peu importe, c'est pas ça le plus important. Peut-être c'est un logiciel d'espionnage ou peu importe. Mais on arrive à la fin et on se rend compte, mais non, mais le besoin, nous, on va le modifier. Et ce qui se passe aussi, c'est que à fur et à mesure de l'avancée technologique, c'est que le besoin, lui, il peut vraiment être modifié. Parce que aujourd'hui, on veut, je sais pas, je vais dire juste des exemples
débile, mais juste pour que vous compreniez un peu. Mais admettons qu'on a la version, j'en sais rien, Android 7 et demain ça va être Android 8 et l'autre logiciel c'était de pouvoir récolter les données sur l'Android 7 et quand l'Android 8 elle arrive et il y a une modification de comment l'OS, il y a eu de modification des améliorations et là notre méthodologie quand on a fait, elle marche plus, donc il faut une autre méthodologie, notre programme qui fait ça et donc là bouf, tout le travail qui a été fait, tout l'argent dépensé, c'est presque pour rien. Juste pour information, je pense qu'on est en Android 13 là maintenant, mais c'est juste un exemple pour que vous compreniez. Donc l'idée c'est ça, c'est que c'est une meilleure gestion de risque dans ce modèle-là en spirale par exemple par rapport aux autres et c'est incrémentatif et itératif à chaque itération. On donne une version. Donc on donne une version de logiciel qui va améliorer ou modifier ce qu'il y avait avant. Donc merci à vous, n'oubliez pas de vous souscrire à la chaîne, de visiter notre site, de mettre vos commentaires. On vous laissera toutes les informations nécessaires dans la description pour visiter notre site, etc. Donc n'hésitez pas et s'il y a besoin, on est là pour vous. Allez, à la prochaine vidéo.